Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Insiders. Et pour l'épisode de cette semaine, on se retrouve à Lire au centre d'entraînement de l'Union Saint-Gilloise avec le gardien de l'actuel leader de la Pro League, Anthony Maurice. Salut Anto. Bonjour à tous. Ça va? Ça va bien? Merci. Ouais, ça va bien. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Son Borsalino, donc consultant Eleven DAZN, entre autres. Comment tu vas? Tout va très bien, je suis ravi, il fait beau, les gens ne le voient pas mais il y a des chevaux derrière toi donc on est bien. On est très bien et il fait très froid par contre mais on est quand même très bien. Merci beaucoup d'être avec nous là Anthony. Comment tu vas déjà? Ça va bien. Un peu fatigué parce que le rythme des matchs, que ce soit en club ou avec la sélection, fait qu'on n'a pas beaucoup le temps de se reposer pour le moment, mais c'est que du bonheur, c'est que du plaisir d'enchaîner des matchs d'une telle intensité et d'un tel enjeu. On a l'impression que les saisons passent et se ressemblent pour l'Union. Vous jouez toujours le haut de tableau. Comment vous le vivez? On le vit très bien, je veux dire. C'est mieux d'être dans notre situation que voilà, d'autres clubs qui sont un peu plus dans la difficulté. Mais en tout cas, je pense que c'est une culture qu'il y a au sein de ce club depuis que je suis arrivé ici. Ça a commencé en Division 2 où voilà, chaque match, l'ambition c'était simplement de gagner, c'est de ne pas se prendre la tête, c'est aussi de créer l'ensemble, un groupe de joueurs qui vit bien ensemble et ça évacue un petit peu la pression et on regarde pas trop ce qu'on dit sur nous. Nous, on trace notre route et puis on voit où ça nous mène. Et comment t'expliques cette régularité au sein du club? Ouais. Moi, ce qui m'a frappé depuis le début que je suis à l'Union, c'est que ce sont les bonnes personnes aux bons endroits et que chacun connaît son rôle. Il n'y a pas d'interférence entre la direction, l'entraîneur, les joueurs, non. Comme je l'ai déjà dit, on n'a jamais vu la direction dans les vestiaires, par exemple. Ils laissent le staff travailler, les joueurs aussi, il n'y a pas trop de pression. Et voilà, à partir de ce moment-là, tu crées un climat très sain pour performer. Et puis il y a aussi le recrutement, parce que c'est ce que je dis à chaque fois, en dehors du fait que ce soit d'excellents joueurs de foot qui arrivent avec des qualités évidentes, c'est surtout des très bonnes personnes. Et ça, c'est le plus important pour composer un groupe. Tu parles du recrutement, je comprends très bien, mais objectivement cet été, c'était peut-être quand même le premier été où on s'est dit la saison prochaine ça va être dur. On se l'est dit il y a 2 saisons quand Nielsen et compagnie sont partis, mais cet été c'était encore un niveau au-dessus. Bon, déjà tu perds des joueurs de grande qualité comme Boniface, comme Adingra, mais tu perds surtout en nombre. Il y a quand même quasiment une équipe titulaire qui serait une bonne équipe de Pro League, voire une très bonne équipe de Pro League qui est partie. Et ça, avec la confiance que tu as dans les dirigeants et la confiance que tu as dans le groupe, même ça, vous vous êtes dit au début de la saison, on est capable de le refaire. Parce que sincèrement, par exemple, moi je vous voyais bien en play-off cette année, mais être aussi fort après tous ces départs, pas trop. Je t'avoue que ceux qui ont le plus paniqué dans cette situation-là, c'est les joueurs au final. Parce que ceux qui sont restés, je vais dire, en se disant, mais attends, mais comment on va jouer, avec qui, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, tout a commencé par le coach aussi qui est parti, Karel. Et puis après, les départs d'Adingra qui retourne en prêt, Vertessen, Boniface, on savait qu'il allait être vendu. Teddy, on savait aussi qu'il allait relever un challenge. Et puis t'as Kandus qui part, tu te dis, waouh. Ça fait beaucoup, quoi. Ça finit, t'as Sib, t'as Sen qui part aussi. Ouais, donc tu commences la saison, t'avais encore Sen et Newcop, ils nous quittent après le deuxième match aussi. Et là, je me souviens de Charles Vanout qui a opté pour le projet de l'Union. On se retrouve dans le vestiaire un jour tous les deux, il me dit, mais comment on va faire pour gagner des matchs cette saison, quoi? Et là, je lui dis, regarde ici, il y a un secret, c'est la direction qu'il a, tracasse pas, ils vont te ramener une équipe et tu verras que ça va le faire. Et puis après, tous les jours, il me le dit, t'avais raison, avec son accent flamand. Mais c'est quoi le secret? Non, mais comme j'ai dit, c'est qu'en dehors d'être très performant, alors il y a le système de data aujourd'hui, etc., donc qui fait que le recrutement, il se trompe très peu. Mais en dehors de ça, je pense que le fait vraiment d'avoir un groupe qui s'autogère aujourd'hui, par exemple, t'as pas besoin de policiers, qui est respectueux l'un envers l'autre, avec des cultures différentes, ben voilà, c'est 23, c'est 24, c'est 25 gars qui se battent les uns pour les autres, qui ont envie de faire les uns pour les autres. Je pense qu'il y a des noyaux qui sont meilleurs que les nôtres de qualité individuelle, mais il n'y en a pas un qui a notre caractère, notre force de caractère de ce qu'on peut montrer sur le terrain. L'ADN de l'Union, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Et je pense que tu peux avoir la chance sur 1 an ou 2, mais quand c'est la 3e année que tu performes comme ça, c'est plus de la chance à un moment donné. Ce qui s'est passé la saison passée est complètement digéré, la fin de saison. C'est encore du mal. Je vais parler après coup, mais l'intelligence du club, à un moment donné, ça a été de renouveler tout aussi. Je pense que, même moi, j'ai eu très difficile de passer 2 fois
aussi près du titre et de ne pas l'avoir. Et à un moment donné, je pense qu'ils ont eu l'intelligence de s'appuyer sur les joueurs qui voulaient vraiment rester, que ce soit moi, que ce soit Burguès, Lapoussin. Aujourd'hui, je pense qu'il est totalement transfiguré par rapport à l'année passée aussi. Et de ne pas retenir ceux qui avaient des envies d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, voilà, il faut être pas à 100%, mais à 110% quand tu veux performer tout le temps au haut niveau. Et donc voilà, et je pense que aussi une des qualités du club, c'est l'anticipation. Voilà, il y a des joueurs, on les a croisés dans les couloirs au mois de février, mars, donc bien avant que la saison se fasse. Donc ça veut dire que dans leur tête, ils étaient déjà préparés à l'après, ils savaient qui allait partir ou pas. Et voilà, ils l'ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Après, tu peux vraiment anticiper, parce qu'on a vraiment l'impression, dans ce que tu dis, que le club anticipe, parce que tu as des joueurs qui sont un peu en gestation pendant que d'autres sont dans le 11, titulaires, etc. Je pense forcément à Cameron Puertas, par exemple. Ouais. Je m'en souviens en avoir parlé à Teddy à Reims. Teddy me dit, moi je savais, parce que c'était son pote et parce que vous le voyez tous les jours à l'entraînement. Mais pour les gens qui ne sont pas tous les jours à lire avec vous et qui ne connaissent pas les gars, on a quand même l'impression qu'il s'est passé un truc extraordinaire. Ouais, mais je vais te dire, l'année passée, il y a quelques fois, on était dégoûtés pour lui, parce qu'il aurait mérité. Sur ce qu'il montrait à l'entraînement, c'était le meilleur. Il n'y avait aucune discussion là-dessus. Le gars, il était... Après, voilà, est-ce que l'entraîneur estimait qu'à ce moment, il n'était pas prêt? Parce que je pense que c'est un joueur qui joue beaucoup à la confiance. Donc, dans le sens où le faire rentrer 10, 15 minutes et lui mettre la pression pour qu'il prouve quelque chose, pour avoir sa place, je pense pas que c'est ce genre de joueur. Lui, tu dois lui dire, écoute, tu vas jouer 5, 6, 7 matchs, quoi qu'il arrive, donne le meilleur de toi-même, on fait le bilan après. Et là, il sera performant. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et le club a tout de suite vu qu'il avait les qualités. Et donc, à partir du moment où tu perds Teddy, mais que tu as Cameron dans ton noyau, mais t'es serein, quoi. Comme tu perds Van der Heyden et t'as Machida dans ton noyau. Donc voilà, et Kerr, début de saison, c'était le meilleur buteur aussi. Donc je veux dire, oui, il y a beaucoup de départs, mais les départs avaient été anticipés il y a un an et demi déjà, avec l'arrivée de ces joueurs-là. C'est votre troisième saison en D1, troisième coach différent. Comment est Alexander Blessing? Je ne sais pas expliquer. Non, je ne sais pas l'expliquer. En fait, je suis quelqu'un sur les... Voilà, quand il y a quelqu'un de nouveau en face de moi, je ne vais pas chercher le contact direct avec lui, je vais plutôt l'analyser. Et je me souviens, mon premier entraînement, quand je suis revenu après l'équipe nationale, donc je suis revenu plus tard que les autres, je l'ai vu sur le terrain parce que je m'entraînais avec l'entraîneur des gardiens, mais je l'analysais au loin. Et je me suis dit, c'est quoi ce coach, dans le bon sens. Je me dis, mais il dégage quelque chose déjà, son charisme. Et tu voyais qu'il avait la faim, en fait, en lui, comment il dirigeait la séance d'entraînement. Je pense que le passage en Italie aussi a fait que la proximité avec les joueurs, il a vite compris que c'était important aussi. Et puis il a cette rigueur allemande, je vais dire, dans son tempérament. Et il a très bien su combiner les deux. Et puis voilà, tactiquement aussi, c'est quelqu'un de très, très fort. Et ouais, j'ai vraiment été agréablement surpris. Et ça ne m'étonne pas que l'Union l'ait choisi comme entraîneur. En quoi il est différent de Karol Gerhardt et de Felice Mazou? Qu'est-ce qu'il apporte? Ouais, non, j'aime pas. Ici, le problème avec lui, c'était le laps de temps, en fait. Et moi, si on parle vraiment purement football, à un moment donné, c'est que sur les 3-4 premières semaines, on travaillait que l'aspect défensif. L'aspect défensif, c'est-à-dire qu'on voyait des vidéos de comment il voulait nous faire évoluer. Mais dans ces vidéos défensives, il nous parlait offensif. Donc, c'est-à-dire qu'il nous montrait comment être bien positionné sur le terrain, de façon à se créer des occasions derrière directement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au final, tu te dis, bah ouais, je vais faire ce qu'il fait, je vais faire ce qu'il dit, parce que ça va nous permettre d'être plus performants aussi offensivement. Et voilà, c'est rentré. Tu sais, quand tu fais passer ça à un joueur comme Loïc, par exemple, qui est très difficile, donc en lui disant, écoute, pendant 3-4 semaines, tu vas parler que défensif, mais tu vas voir, ton jeu offensif va s'améliorer aussi. Et voilà, même chose avec les attaquants, et oui, le contre-presse, etc. On a marqué beaucoup de buts cette année, justement, de par ça, de par notre position haute sur le terrain, où on arrive bien à quadriller. Et voilà, c'est là-dessus qui m'a vraiment impressionné. Ouais. Et vous êtes à nouveau candidat au titre. On parle déjà de vous comme candidat au titre. Vous vous en rendez bien compte? Aujourd'hui, quand tu vois le classement, c'est sûr que voilà, on peut pas se cacher, mais on a appris à nos dépens que la saison est encore très longue. Ici, on vient de jouer la première phase, la phase aller. Il y aura encore beaucoup de matchs, il y a encore beaucoup de points à prendre, il y a beaucoup à perdre du coup. Et puis, c'est les playoffs qui vont tout décider. Mais en tout cas, on est favori, mais pas plus qu'une autre équipe dans les poursuivants. Ouais. Vous avez quand même
allez, il y a quand même de l'expérience que vous avez déjà acquise avec les 2 saisons précédentes. Est-ce que c'est passé durant les playoffs? Ça ne peut être que bénéfique au final pour vous. Oui, bien entendu. Maintenant, Anderlecht, ils ont aussi beaucoup d'expérience avec des joueurs de renom. Je pense que la Gantoise est bien armée aussi. Quand on voit que Guy Tormont est sur le banc là-bas, ça veut aussi dire beaucoup sur la qualité du noyau. Et puis, ce serait faire injure que de ne pas parler de l'Antwerp, de Bruges aujourd'hui, de Genk. Parce que ce sont des équipes aussi qui vont se réveiller. On sait comment ça marche à partir du mois de janvier, février. Les équipes on se met à jouer. Non, les équipes rentrent un peu dans le rang et chacun retrouve un peu la position qui est la sienne. Et puis tu as une surprise chaque année et le cercle Bruges est bien parti en tout cas. Pour finir sur Alexander Blessing, est-ce que le fait qu'il soit arrivé sans staff et finalement avec des gars que vous connaissiez, de Karel Gerhardt, de Felice Mazou, comme Tim Smulders qui est parti aujourd'hui, ça a aidé à ce que l'adaptation elle se fasse aussi mieux, la transition? Je pense aussi. Après, je ne sais pas si lui, dans son intention, il voulait venir avec des autres membres de son staff. Mais quand tu as un staff qui est à peu près similaire depuis 2 ans et qui fait de l'excellent travail comme ça, pourquoi changer? Donc c'est sûr que lui, ça lui facilite aussi son intégration. La connaissance des joueurs aussi, de savoir qui est qui réellement, comment est-ce que je peux l'utiliser, le groupe que j'ai en face de moi, comment il réagit à telle situation. Donc il faut toujours s'appuyer avec des gens qui le connaissent de l'intérieur. Et ça te fait gagner du temps aussi. Comme je dis, il avait très peu de temps pour préparer toute une nouvelle équipe. Je me souviens, on est allé en stage 3 jours à Nice. Il a vite appris ce que c'était l'Union, parce que c'est lui à l'aéroport qui devait charger les valises et les mettre sur le tapis roulant. Non, mais c'est vrai, donc voilà, il s'est vite fondu dans la masse et il a vite compris ce que c'était l'Union. Ouais. Est-ce que vous vous trouvez plus fort, est-ce que vous vous trouvez plus fort que les saisons passées ou pas? Plus mature. Ah ouais? En fait, dans le sens où c'est surtout dû au coach et sa grande exigence. À partir du moment où tu joues tous les 3-4 jours, ton meilleur entraînement, c'est la vidéo en fait. Et lui, je dis pas qu'il en abuse, mais il le fait vraiment à bon escient. C'est quasi tout le temps, c'est de la vidéo, les choses qui ont bien marché, moins bien marché, pousser dans le détail sur l'adversaire. Donc ça, c'est ton meilleur allié quand tu enchaînes les matchs comme ça ici. Et on sent en fait qu'on est mieux préparé. Voilà, ici, par exemple, le match de Gand, on est content au final que ce soit passé comme ça, parce que ce sera une bonne leçon pour la suite de la saison. Même c'est un bon point qui a été pris. Hein. Oui, en dehors du fait que ce soit un bon point, le fait d'avoir eu 2 mi-temps totalement différents de notre côté, ça prouve, on a vu ce qu'on ne devait pas faire en première mi-temps, mais ce qu'on devait faire en deuxième. Tu parles d'expérience, et justement de ce match de Gand, c'est quand même pas la première fois que vous ratez une première mi-temps cette année. Oui, ça c'était encore un peu le sujet ce matin. Et voilà, quand je dis de la maturité, ça fait partie de ça aussi. Alors comme je l'explique, la veille du match, tu mets un plan de jeu en place, mais tu dois prendre compte aussi l'adversaire, ce qu'il va te proposer, comment il va te forcer à jouer un petit peu. Et là, on aurait dû s'adapter. Voilà, tout le monde a vu qu'on a eu des pertes de balles un petit peu stupides de derrière, en essayant des relances un peu faciles. À ce moment-là, il faut peut-être allonger un peu plus. Et voilà, et comme je dis, ce match de Gand va nous servir, parce que l'intensité de ce match-là, c'était vraiment un match de play-off. Mais du coup, tu parles de l'importance de la vidéo. Pour la petite anecdote, j'ai regardé le match à côté de vos analystes qui sont passionnés et passionnants. Ouais. On leur passe le bonjour. Mais vous aviez préparé le fait que Gand allait vous presser haut. Mais pas de cette façon-là. On ne s'attendait pas à ce que Kums et De Sar viennent aussi haut, qui jouent aussi avec un mieux renforcé, je vais dire. On s'attendait plus à Yul Sager à la place de Hong. Donc ça voulait dire aussi qu'ils voulaient mettre de l'intensité. Et voilà, et quand on voit le pressing de Kuipers et Tissot Dali, par exemple, je ne dis pas qu'ils ne le font pas dans les autres matchs, mais particulièrement ce match-ci, ils avaient vraiment envie de nous mettre en difficulté. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, c'est compliqué de jouer long, surtout quand tu joues avec deux petits gabarits chez nous devant, garder le ballon et le duel aérien, ce n'est pas leur qualité première. Donc je pense que les entrées en deuxième mi-temps de Rodriguez et Nilsson nous ont un petit peu soulagés. On a pu jouer un petit peu plus long, faire remonter le bloc et se créer des espaces alors à partir de ce moment-là. Et quand vous prenez un bouillant comme ça pendant une demi-heure, toi en tant que capitaine et en plus avec la qualité de ton jeu long, quel aurait dû être ou pu être ton rôle sur le fait de calmer l'équipe et que vous en sortez bien, tu vois. Mais, on en discutait après le match avec Burgess aussi. Voilà, c'était notre rôle aussi à un moment donné de dire écoute, maintenant on arrête de prendre des risques, de se mettre dans la difficulté nous-mêmes, parce qu'on a vu qu'il y a une certaine nervosité qui s'est installée dans l'équipe parce que c'est de notre faute, quoi. On a invité Gand justement à nous presser, à nous mettre dans la difficulté. Donc
Après, en cours de match comme ça, c'est toujours difficile. Je peux pas aller parler avec mon attaquant, quoi. Donc voilà, ça doit venir un petit peu de chacun. Mais comme je dis, j'espère que c'est une bonne leçon pour l'ensemble du groupe, pour la suite de la saison, parce que on va encore rencontrer des adversaires comme ça. Tu vas aller à Bruges, tu vas aller à Anvers. C'est ce genre de match qui t'attend. Mais le bilan reste très positif sur 15 matchs. C'est 11 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Et la dernière remonte au 16 septembre. Ouais, et malgré ça, avec ce que je viens d'expliquer, c'est la preuve qu'il y a encore moyen de s'améliorer. Et c'est ce qu'on envisage de faire dans le futur. Donc voilà, mais c'est sûr que c'est exceptionnel. C'est une perpétuelle remise en question. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de très bien digérer les lendemains européens. Voilà, quand tu joues à Liverpool le jeudi et que tu dois aller sur le synthétique à Saint-Tron le dimanche, tout le monde sait que c'est compliqué parce que déjà c'est une très très belle équipe, Saint-Tron, et le synthétique, ça facilite pas, mais et que tu parviens à t'imposer 0-4 là-bas, ça en dit long sur la fin qui anime le groupe. Vous jouez sur 3 tableaux. Comment tu gères justement cette fatigue? Là, tu as la Coupe de Belgique, tu as le championnat, tu as l'Europe. Je vis plus, en fait. Et l'équipe nationale. Hein. C'est ça, et l'équipe nationale, oui, ça en plus. Oui, en plus. Ouais, non, mais il faut bien manger, il faut bien dormir, trouver les bonnes heures de sommeil. Voilà, je me prive de beaucoup de choses. En tout cas, voilà, je vis pour mon métier vraiment encore plus fort maintenant, et je le fais avec beaucoup de passion parce que je suis plus près de la fin de ma carrière que du début. Et puis c'est que du bonheur aussi, comme j'ai déjà dit aussi à mes proches et à ma femme. Je lui ai dit, c'est beaucoup plus facile de le faire dans la situation de l'Union que d'aller le faire pour jouer le maintien en première division. Donc voilà. C'était comment à Anfield? Ouais, c'est sympa, c'était vraiment bien. Après, leur chant mythique avant de monter sur le terrain, ça c'est incroyable. Mais j'ai l'impression que ce sont des clubs qui deviennent un peu trop, comment dire, attirants économiquement, un peu comme business, comme Paris, comme City, et voilà, j'étais un fervent supporter de Liverpool avant pour leur ambiance il y a une dizaine d'années. J'ai pas ressenti ça en montant sur le terrain, même si après ça reste exceptionnel de se dire que tu as été joueur Anfield. Ouais. Quel est ton rôle dans le vestiaire? C'est toi qui es un des plus... qui a tout connu, entre guillemets, avec l'Union, la montée... Non, je suis pas quelqu'un qui a un rôle précis. Ouais, en tant que capitaine, mais c'est sûr que je prends la parole avant les matchs. J'essaye de leur montrer la marche à suivre. Après, je suis quelqu'un, et je suis comme ça dans la vie aussi avec mes enfants. Je les laisse faire leur expérience aussi. Et voilà, chacun apprend de cette façon-là. Mais en tout cas, ils peuvent compter sur moi si jamais ils ont des difficultés. Mais j'ai déjà pris quelques joueurs à part, notamment Lazare, début de saison, parce que tout le monde, et il ne l'a pas caché non plus, qu'il avait aussi des envies de départ quand il a vu tout le monde. Il était un petit peu blessé et je lui ai dit, écoute Lazare, voilà, tu sais pas si tu seras toujours à l'Union ou pas après le mercato. Je dis, mais là il faut que tu aies une remise en question parce qu'à un moment donné, c'est ta carrière, c'est toi. Je dis, ici les matchs sont en train de s'enchaîner, l'équipe tourne bien, donc je dis à un moment donné, tu vas prendre ton ticket, tu vas te mettre dans la file des milieux de terrain, tu vas prendre ta chance et tu peux attendre très longtemps, et au final c'est ta carrière qui est en péril. Donc voilà, c'est des petites choses sur lesquelles j'essaye de prendre mon rôle à cœur. Justement, quelqu'un que tu connais très très bien, qui a une question pour toi Oula. à ce sujet. Ouais, Anto, c'est moi, j'espère que tout va bien. J'ai vu que c'était toi qui avais pris la relève des speeches d'avant-match, et je suis assez bien placé pour savoir que c'est jamais facile. Et du coup, j'aimerais que tu me dises et que tu nous dises où toi tu vas chercher ton inspi. Allez Anto, je t'embrasse, à la prochaine. Donc c'était Teddy Thomas, l'ancien capitaine. Ouais, ça fait plaisir de le voir déjà et d'avoir un bonjour de sa part. Ouais, je suis attentivement à ce qu'il fait. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir de jouer à ses côtés parce que voilà, le joueur, on va plus le présenter, mais les qualités humaines étaient très grandes, et il parle des speeches de l'avant-match. Il a toujours réussi justement à porter son équipe et à la transcender avant de monter sur le terrain. Donc il y a un peu de lui, c'est vrai. La seule différence, c'est que je le fais en anglais comparé à lui. Je pense qu'il l'a fait uniquement sur la fin de saison. Et voilà, l'anglais, c'était pas son meilleur ami, en tout cas. mais voilà, c'est très compliqué d'essayer de captiver l'attention de toutes les personnes présentes dans le vestiaire juste avant de monter sur le terrain. Donc voilà. Et puis, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup basé ma carrière sur le mental. Et j'essaie plus d'insister là-dessus avant de monter sur un terrain que
que de répéter tactiquement, etc., ce qu'on a à faire, parce qu'on sait ce qu'on doit faire en théorie en montant sur le terrain. Pour chaque épisode, on demande aux abonnés Eleven DAZN de poser des questions aux invités. Et une des questions, c'est: seras-tu encore à l'Union la saison prochaine? Oula. Contractuellement, oui. Après, non, mais c'est ce que j'ai déjà expliqué. Partir pour partir, ça ne m'intéresse pas non plus. Il faut vraiment que je m'y retrouve. Aujourd'hui, l'Union coche toutes les cases dans ce que je recherche, que ce soit professionnellement, sur le terrain, dans ma vie privée aussi. Voilà, c'est des choses. J'ai ma femme, mes enfants qui viennent au match, et le fait de savoir qu'ils viennent dans un environnement qui est favorable et qui reprend un petit peu l'éducation que j'ai aussi. Les valeurs. Les valeurs par rapport à voilà, ne pas entendre d'insultes, ne pas siffler l'adversaire constamment ou l'arbitre, mais plus encourager son équipe. Ça, c'est ce que j'essaie aussi d'inculquer à mes enfants. Donc pour moi, c'est très important ça. Et en tout cas, j'ai jamais fait de choix de carrière uniquement financier. Et je le ferai jamais parce que c'est la meilleure façon pour moi d'être malheureux à un moment donné. Donc voilà, ici, ce que je peux répondre, c'est que je suis très bien à l'Union, mais l'année prochaine, l'avenir nous le dira, je sais pas. Il y a un club dont tu rêves ou ton club de cœur? J'ai pas de club de cœur. T'as pas de club de cœur? Ouais, non, même quand j'étais petit, non, à part le Chelsea de Drogba, Joe Cole, qui m'a un petit peu marqué, je vais dire. Mais sinon, en dehors de ça, non, j'ai pas de club de cœur. J'ai fait 14 ans au Standard. Donc voilà, c'est sûr que c'est un club qui a une place à part pour moi dans mon cœur. Mais tout comme aujourd'hui, l'Union, avec tout ce que l'Union m'a donné, tout ce que j'ai donné à l'Union. Donc voilà, c'est les deux clubs aujourd'hui qui ont une place vraiment spéciale pour moi. Il vous reste 2 matchs en Europa League. On peut attendre quoi de l'Union en Europa League? De tout donner, déjà, de ne pas avoir de regrets. C'est sûr qu'on s'est un petit peu tiré une balle dans le pied avec ce match à Lask. Défaite qui était méritée. Parce que je pense que même le match aller, on n'aurait pas, ça n'aurait pas été volé de leur part de prendre un point. Il faut rester honnête là-dessus. Donc voilà, j'espère qu'on aura appris de ces leçons-là. En tout cas, on va aller à Toulouse dans un très beau stade, devant un très beau public, une belle équipe aussi, mais avec nos convictions et en sachant très bien qu'il faut ramener un résultat positif là-bas, très positif avec les 3 points. Oui. Ouais, on n'a pas le choix. Et je pense qu'on aime bien ce genre de défi, et en tout cas, vous pouvez compter sur nous pour tout donner. Aujourd'hui, c'est possible pour vous, après le parcours européen de l'an dernier qui était absolument fou, de pas prendre la possibilité de jouer l'Europa League Conférence comme une déception? Si tu mets un papier maintenant et qu'on signe pour être champion, oui, je le fais, parce que je pense que... C'est ce que j'en pense, de toute façon. Voilà. Ouais, non, c'est ça. Je pense que la différence par rapport à l'année passée aussi, c'est qu'on a joué toute la saison quasi avec la même équipe tout le temps. On a très peu tourné. Et ici, c'est pas le cas. L'entraîneur, voilà, il n'hésite pas. Quand on en discutait avec les joueurs de Charleroi, quand ils ont vu la composition d'équipe, quand on les a joués à la maison, ils nous ont dit, mais on s'attendait pas à ça. C'est pas un manque de respect envers eux. Ouais, non, c'est justement l'entraîneur qui a beaucoup de confiance envers tous les éléments du groupe et qui prouve que tout le monde est important. Donc je pense que le fait de faire appel à tout le monde, tu gardes une certaine fraîcheur aussi. Et je pense que l'année passée, si on regarde l'avant-dernier match à Anvers, on s'en sort très bien. Anvers aurait dû être champion ce jour-là, parce que tu joues le match avec Teddy qui est absent, blessé. Bonny est sur le banc, il a sa cheville, il se fait infiltrer. Vertessen, il rentre à la mi-temps, il sort un quart d'heure après parce qu'il est blessé. Van der Heyden, on fait le changement à la mi-temps, on passe à 4 derrière, on fait sortir Kandus. Van der Heyden, sur le premier contact, il se blesse à l'épaule aussi. Donc je pense que ça, c'est des signes aussi, ce sont des signaux qui montrent qu'à un moment donné, t'arrivais au bout physiquement. Ouais. Tu es aussi le gardien de l'équipe nationale du Luxembourg. Vous pouvez potentiellement vous qualifier pour l'Euro. C'est une dinguerie, non? Ouais, c'est incroyable. Quand l'entraîneur m'a appelé il y a 9 ans de ça maintenant pour me dire que voilà, il était intéressé que je joue pour le Luxembourg. Au début, je connaissais un joueur là-bas parce que c'était un gars de ma région, de mon coin, Aurélien Joachim, mais sinon le reste, je connaissais rien. Je connaissais pas le résultat. Je m'y intéressais pas. Et il me parle et dans son discours, il me dit, moi, j'ai un rêve un jour et on va travailler pour y arriver, c'est de se qualifier pour un grand tournoi. Là, je lui dis, mais attends, le Luxembourg, voilà, intérieurement, j'ai eu la même réflexion que vous, tu vois, je commence à rire, je me dis, mais il se fout de moi ou quoi, c'est pas possible, c'est une caméra cachée. Et en fait, j'ai tellement senti de conviction en lui et
Et il était certain de pouvoir y arriver. C'était pas de l'arrogance, en fait. Il me disait, non, tu vas voir, il y a beaucoup de jeunes, regarde maintenant. Et ça évolue de plus en plus dans les clubs autour du Luxembourg, que ce soit Mainz, Metz, par exemple, le Standard. Il dit, regarde, ça commence à évoluer. Ils ont 14, 15 ans, tu verras. Laisse-leur 7, 8 ans, et puis ils arriveront à pleine maturité. Et puis, aujourd'hui, il avait totalement raison, quoi. C'est toujours le même sélectionneur qui est en place. On verra s'il prolonge son contrat. Mais il avait raison sur le développement des joueurs là-bas. Est-ce que du coup, tu as forcément un regard différent? Tu sais, à chaque grande compétition, notamment, je pense à l'Euro, les gens issus des grandes nations, ils disent ouais, c'est chiant, on doit jouer un premier tour, il y a des tout petits pays, c'est des matchs qui sont pas intéressants, etc. Mais vu que toi, tu fais partie d'un de ces pays et tu parles de la chance potentielle que serait de disputer un grand tournoi pour la première fois, c'est quand même bien, de ton point de vue, quand même, que des équipes comme l'Albanie puissent aller à l'Euro faire un grand tournoi pour la première fois de l'histoire. Bien sûr, parce qu'elle le mérite. Et je pense que la National League, c'est une bonne compétition pour ça aussi, que les adversaires de même compétition. Tu sais, quand on prend 9-0 contre le Portugal et 6-0 à la maison, je pense que même le Portugal se dit, ça sert à quoi? Et aujourd'hui, c'est des nations qui sont hors de notre portée. Voilà, ouais. Gibraltar en prend 14 contre la France. Qu'est-ce que Gibraltar a gagné là-dedans et qu'est-ce que la France a gagné là-dedans? Rien du tout. D'un côté, on va se foutre d'eux et de l'autre côté, voilà, c'est des joueurs qui ont joué pour leurs statistiques. Mais voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est des nations contre lesquelles on ne peut pas rivaliser. Mais c'est pour ça que la Ligue des Nations, justement, nous permet d'avoir des équipes à notre portée, de qualité équivalente ou légèrement supérieure à la nôtre, et contre lesquelles on peut vraiment progresser et faire voilà, des bons résultats. Et je pense que si tu dois avoir un ou deux pays de cette qualité-là à l'Euro, ça veut dire qu'ils le méritent. Et puis après, qu'ils aillent justement prendre du plaisir à l'Euro. Voilà, ça fait des beaux matchs pour eux, ça fait des matchs préparatifs, je veux dire, pour les grandes nations avant les échéances futures dans leur tournoi. Donc voilà, moi, ça ne me dérange pas alors de procéder de la sorte. Surtout qu'il y a eu une vraie évolution au niveau du Luxembourg. Enfin, le professionnalisme de l'équipe, ça a vraiment beaucoup évolué sur les dernières années. Oui, énormément. Voilà, on est encore en pleine progression. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est les joueurs aujourd'hui qui évoluent. Quand on prend uniquement notre milieu de terrain, c'est titulaire à Mainz en Bundesliga, c'est titulaire au Spartak Moscou. Ouais. Et c'est un jeune qui commence à jouer un petit peu avec Cologne. Donc, ça en dit long aujourd'hui sur le niveau du Luxembourg. Tu l'as dit, tu as pris 15 buts au final face au Portugal. Comment on vit ça de prendre 15 buts comme ça? Même si c'est le Portugal. Hein, voilà, non, c'est sûr. Après, comme je dis, voilà, au final, après moi, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai gagné? Pourquoi? Enfin, et là, tu te dis, tout simplement, c'est qu'il y a une différence de qualité, c'est tout. À un moment donné, ils sont plus forts que nous. Voilà, ils auraient pu... Ouais, c'est ça. On me dit, ouais, mais t'as pas fait un ou deux arrêts. Ouais, mais bon, quand t'as Bruno Fernandes qui t'allume du point de pénalty en pleine lucarne, ou Joao Félix qui met un de ses plus beaux buts de sa carrière, c'est chaud quand même. Donc voilà, après, tu t'en remets facilement. Moi, après le match, je me réjouis de rentrer à la maison, de voir mes enfants et de passer à autre chose, quoi. Et ça représente... Ouais, non, mais t'as raison. Mais ça représente quoi de représenter comme ça l'équipe nationale? Donc, t'as joué 9 matchs avec la Belgique. Ouais. Et puis t'as switché. Avec les espoirs, ouais. Oui. Et voilà, après, c'est beaucoup de fierté, comme j'ai dit. Et c'est encore plus jouissif, je vais dire, mais surtout de voir l'évolution, quoi. Je suis arrivé, on était 3 joueurs à jouer à l'étranger, tous les autres jouaient au pays, au Luxembourg, et c'était pas le meilleur des niveaux. Donc voilà, je me souviens, on avait pris un 7-0 aussi en Suède. On gagnait un match tous les ans et demi, et tandis que maintenant, on arrive vraiment à faire des séries. Donc, le fait d'avoir participé à cette évolution-là, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très gratifiant. C'est incroyable, parce que là, vous êtes à une double confrontation de l'Euro, là où la Norvège de Haaland n'y est. Ah ouais, non, c'est ça. Tu vas jouer la Géorgie et le vainqueur de Kazakhstan-Grèce. C'est ça. En dehors de ça, dans les groupes, voilà, tu fais 6-6 contre la Bosnie, qui normalement a plus de qualité que toi. Tu tiens tête. En Slovaquie, on aurait mérité de gagner. À la maison, je pense que le match nul aurait été logique, mais il gagne 1-0. Et au final, c'est cette double confrontation-là qui nous empêche d'aller à l'Euro aujourd'hui. On gagne aussi contre l'Islande. Enfin, voilà, donc c'est des résultats marquants aujourd'hui pour le Luxembourg. En tout cas, on te le souhaite. On espère que tu vas te qualifier. Petit retour en arrière, tu es arrivé en 2000 au Standard. Ouais. C'est ça, tout jeune, à 10 ans. Ouais, moi j'avais fait toute ma formation là-bas, c'est sûr, en 2000. Ça ne me rajeunit pas, ça, de me replonger dans les souvenirs. J'ai joué pendant 14 ans là-bas. Enfin, voilà.
J'en garde d'excellents souvenirs. Comme je dis, aujourd'hui, ils ont une place à part dans mon cœur parce que c'est là que je suis arrivé comme un enfant et je suis sorti comme un adulte, je vais dire. Donc voilà. Et Liège m'a apporté beaucoup de bonheur aussi sur le plan privé avec la rencontre de ma femme aussi. Et c'est une ville que j'apprécie particulièrement parce que j'y vis encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui était le plus difficile au Standard? En étant jeune, je veux dire, c'est l'éloignement familial au début parce que voilà, déjà à partir de 10 ans, même si j'habitais encore à Arlon, donc chez mes parents, mais je faisais la route avec mon papa quasi tous les jours entre Liège et Arlon. C'était après l'école, donc au final, j'ai vécu avec lui dans la voiture, quoi. Je rentrais, mes frères, ma sœur et ma maman était déjà au lit à ce moment-là. Donc l'éloignement a commencé là, et puis c'est vraiment à l'entrée à l'internat à mes 15 ans qui a coupé tout, je vais dire, dans le sens où là c'est une responsabilité que tu as de te prendre en main, de te prendre en charge tous les jours. Et ça, moi je suis content parce que ça a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. C'est une belle expérience. En tout cas, j'en garde que des bons souvenirs. Tu retiens quoi de ton expérience? Parce que donc, t'as joué un match en Europa League, c'est ça? Avec les pros? Ouais, contre Copenhague, ouais. Ouais, c'est ça. Et ton premier match, apparemment, en pro, est un souvenir très marquant. Tu peux nous en parler? Ouais, non, il n'y a pas de souci. On gagne 8-2, donc voilà, ça, c'est déjà bien. Ça. Mais c'était contre Oxtraton en Coupe de Belgique. Et ouais, le premier ou le deuxième but que je prends, c'est une passe en retrait un petit peu poison, je vais dire. Donc, je contrôle. Et puis là, je vois l'attaquant d'Oxtraton arriver. Je me dis, tu sais, faut savoir, moi je suis en D1, lui il est en D3, je vais lui mettre le crochet facile, mais le problème, j'avais oublié qu'il allait mettre le tacle de sa vie, quoi, ce jour-là. Donc, il m'a vraiment taclé et il marque là-dessus, quoi, tu vois. Et donc ça, après, voilà, mais sur le coup, tu as 20, 21 ans, tu dois te relever, quoi. Il y a encore un match à jouer et puis tu vas faire face à la critique derrière parce que c'est un produit du club, ça fait longtemps que... Enfin, j'entendais ça à ce moment-là, ça faisait longtemps que le Standard n'avait pas sorti de gardien, etc. Donc, tu es sous le feu des projecteurs directement. T'es analysé, t'es critiqué, et ce qui est tout à fait logique à ce moment-là, mais je pense que j'étais pas prêt à vivre dans un environnement pareil. Ouais. On est obligé de te poser la question parce que tu parles du Standard, mais il y a une raison pour laquelle le Standard forme autant de bons gardiens. Parce que là, tu dis que ça faisait un certain moment, mais quand même sur les gardiens historiques belges, même encore aujourd'hui dans le championnat, il y a quand même beaucoup de gardiens qui ont été formés là-bas. Est-ce que tu as reçu un enseignant particulier ou est-ce que... Non, je pense que voilà, le Standard est un club de tradition au niveau des gardiens aussi, si on remonte très loin, quoi. Pio, Nicolai, Prodhomme, Bodard. Donc, ouais, c'est un club de tradition. Donc voilà. Mais après, jouer au Standard, c'est chaud. Hein, c'est chaud quand tu es jeune. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect envers Arnaud Bodard pour ce qu'il a fait directement. Parce que voilà, après coup, et je veux dire, c'est pas un manque de niveau ou quoi que ce soit, c'est tout simplement que j'étais pas prêt le jour J pour m'imposer dans les cages du Standard. T'as des jeunes qui sont prêts à 18 ans et t'en as qui doivent un petit peu galérer à droite et à gauche et revenir au top un peu plus tard. Donc voilà, ça c'est pas, comme je dis, c'est pas un manque de qualité, c'est juste la maturité, l'expérience avec le temps. Et puis tu es prêté à Saint-Tron? Et puis je suis prêté à Saint-Tron, ouais. Mais ça se passe comment? Moi, c'était pas... J'ai vite senti que j'étais pas le plus voulu, dans le sens où le Standard et Saint-Tron, c'était le même président, avec Duchâtelet qui était derrière ça, donc un de ses clubs satellites. Et ça, c'est un conseil que je donne aussi aujourd'hui aux jeunes. Quand ils m'en parlent, je dis allez là où vous êtes vraiment désirés, quoi. Ne laissez pas un club aujourd'hui vous imposer d'aller quelque part, parce que sinon vous allez le regretter et vous allez mal le vivre. Et c'est ce qui s'est passé de mon côté. Ouais. T'es resté combien de temps à Saint-Tron? 6 mois. 6 mois. Et puis tu vas à Malines? Et puis non, je reviens au Standard. Tu reviens au Standard, ouais, et puis ouais. Je suis en équipe nationale et le dernier jour du mercato, je trouve pas de solution. Ah oui, c'est ça. Et le Standard m'appelle et me dit écoute, voilà, on peut te proposer de casser ton contrat. Il me restait 3 ans. Je dis ok, ça va, pas de souci. Il te restait 3 ans? Il me restait 3 ans de contrat avec le Standard. Ils me disent on peut trouver un accord. Moi, je m'en foutais de l'argent. C'était juste donnez-moi ma liberté et que je fasse mes choix, parce que le Standard à ce moment-là voulait me prêter à Ouchpet, qui était un club de nouveau satellite de Roland Duchâtelet, avec son fils qui était président là-bas. Et je voulais pas. Donc, au final, je leur dis, écoutez, non, donnez-moi ma liberté, en gros. Et voilà. Donc, j'étais en équipe nationale. T'avais quel âge, là, Anthony? Là, j'avais 24. 24. Ouais. Je prends la route avec mon papa, de nouveau. Enfin, voilà. On se dit, voilà, c'est la dernière fois qu'on va faire la route au Standard. On va casser le contrat. Il est 22h. Et puis, je reviens à l'hôtel. On était en pleine préparation des matchs internationaux à ce moment-là. Et je reviens à l'hôtel et je dors mal, tu vois. Je sais pas, je sens quelque chose. Et le lendemain matin, je me lève.
Et je sonne à Pierre Loct, aujourd'hui, qui est directeur général, mais il était team manager à ce moment-là. Je lui dis, écoute, t'es sûr, les papiers, c'est bon, tout est passé à la fédération. Il me dit, bah, il y a deux choses. La première, c'est que le contrat, il est cassé, donc t'es plus sous contrat avec nous. Mais la deuxième, c'est que les papiers sont arrivés trop tard à la fédération. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, bah, en gros, tu peux pas signer dans un autre club avant janvier. Non. Ouais. Non. Donc là, ouais, si. Mais comment c'est possible? C'est de l'amateurisme. Comment c'est possible qu'il s'est passé? Après, je sais pas la faute à qui, etc. J'ai jamais voulu le savoir parce que voilà, c'est fait. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous m'offrez comme solution maintenant? Il me dit, bah écoute, ce que je peux te proposer, c'est de venir t'entraîner 1 ou 2 fois par semaine, mais avec l'entraîneur des gardiens des jeunes. Donc j'allais m'entraîner avec des gamins de 15, 16, 17 ans. J'en avais 24 et j'étais international. Hein. Et j'allais m'entraîner avec eux. Et le reste du temps, bah, je m'entraînais tout seul, en fait. Mais c'est une blague. J'avais un terrain, pendant 6 mois, je me suis entraîné tout seul. J'avais un terrain juste à côté de chez moi. Et mon frère était revendeur de vêtements de sport. J'avais acheté des plots. Et je m'entraînais tout seul. Non, je te jure, je m'entraînais tout seul. Je faisais des allers-retours entre les rectangles. Je plongeais sur un ballon qu'il y avait là. Il n'y avait personne. L'ouvrier communal, il débarque un lundi, je me souviens, il tombe. Je dis, merci de tondre le terrain, tu peux le faire toutes les 2 semaines. Il dit, mais pourquoi? Je dis, parce que j'ai entraînement. Il me dit, mais elle est où ton équipe? Tout seul. C'est un truc de ouf. Il le faisait? Ouais, il le faisait, je te jure. Et sur cette période-là, j'ai jamais lâché, j'ai jamais loupé un entraînement tout seul, quoi. Et voilà. Et puis, je m'étais dit avec ma femme, je dis, écoute, on va attendre le mercato de janvier et on verra bien si je trouve quelque chose. Sinon, j'irai retravailler, quoi. J'avais déjà en tête de demander à un pote si je pouvais pas aller livrer ses pizzas ou à un autre si je pouvais pas aller nettoyer son salon de coiffure. Ouais, j'avais ça en tête. Attends, mais comment tu tiens mentalement? Je comprends pas, c'est un truc... Moi non plus, après coup. Ah oui, voilà, ok, on est d'accord. Moi non plus, après coup, je me suis dit, mais comment t'as fait à cette période-là? Et dans ma tête, en fait, j'ai regardé même la Ligue des Champions à la maison. Je me dirais, un jour, je la jouerai, quoi. Je rejouerai. T'as jamais lâché, en fait? Non, jamais. J'ai jamais, comme je te dis, j'ai jamais loupé un entraînement, rien. J'étais assidu et le 22 décembre, quand Olivier Renard m'appelle pour voir si j'étais intéressé pour aller à Malines, j'avais envie de pleurer, quoi. C'était un truc de fou. Je lui dis, écoute, moi, si tu veux, je viens en courant, quoi. En plus, j'étais en train de courir à ce moment-là et j'avais froid, je te jure, il neigeait, j'avais froid, j'arrivais pas à décrocher, donc j'avais les mains congelées. Et puis j'arrive tant bien que moi, je fais allô, et la voix tremblotante, il me dit, ouais, t'es intéressé de venir à Malines? Je dis, écoute, je suis en train de courir, si tu veux, je viens jusqu'à Malines, il n'y a pas de problème, je m'arrête pas. Et dans ce moment-là, l'importance de ta femme, quand même? Ouais. Franchement, parce qu'on venait d'acheter un appartement aussi, et puis elle continue. Il n'y a plus de rentrée d'argent de ton côté, quoi. J'avais cassé mon contrat au Standard. Okay. Heureusement, j'ai toujours eu, je fais toucher du bois, une bonne gestion de l'argent, et j'avais de quoi vivre. Et puis, sans elle, je sais pas comment j'aurais fait, comment j'aurais tenu. Et elle me disait des fois, écoute, prends un peu de temps, essaye de respirer un week-end ou quoi. Je fais non, et entraînement, il faut que. Non, je lâchais rien. Et voilà, elle m'a beaucoup soutenu. Et puis, quand j'ai signé Malines, je m'en souviendrai toujours, le 26 décembre, je vais voir Malines Moucron. Et puis après, Olivier me dit, écoute, viens dans une des loges là au-dessus, tu signes ton contrat, je signe mon contrat, photo avec la vareuse. Et puis c'est dans la voiture, tout le monde le sait, mais elle lit le contrat et elle me dit, mais tu sais ce que tu vas gagner? Je dis, non, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Argent de poche. Tu peux me donner n'importe quoi. Elle me dit, ils t'ont donné 1 000 € brut. Je dis, mais écoute, je m'en fous parce que ce moment-là, je ne l'oublierai jamais. Et encore aujourd'hui, je pense que les émotions que j'ai eues à ce moment-là, il n'y a aucune autre qui arrive à ce niveau-là, quoi, en termes footballistiquement, parce que je redevenais footballeur et c'est ce que j'attendais. Et voilà, c'est ce pourquoi j'avais travaillé. Donc, encore une fois, l'argent, je m'en foutais à ce moment-là. C'était juste donnez-moi un club et laissez-moi prouver que vous avez raison. Et ça a fonctionné, parce qu'après Malines, c'est Virton, où tu trouves... Malines, j'ai eu 2 fois les ligaments croisés. Oui, c'est ça, mais après... 2 ans et demi, et puis après, il y a un changement de club, Malines descend des 2. Écoute, Anthony, tu dois retrouver un club. Je dis, ok, ça va, pas de souci. Et puis Virton vient, division 3, champion. C'était avec la Poussin et Guillaume François? La première année avec Guillaume, juste uniquement en D3, et puis la deuxième année en D2 avec Loïc. On termine champion, je veux dire, du championnat normal, mais... système de tranche qu'on gagne pas, le Covid arrive, etc., les problèmes, et puis l'Union vient et nous propose à la base de venir s'entraîner, parce que moi, j'avais un accord avec Louvain, en fait, à ce moment-là. Vincent Evrard me voulait à Louvain. Ils ont changé de coach après. Et il change de coach. Et le jour où il change de coach, je le vois dans la presse, je dis à ma femme, je dis, écoute, c'est fini, Louvain, on n'y va plus. Mais pourquoi? Ils t'ont dit? Et je dis, non, je connais Marc Brace, je dis, je sais que j'aurais pas le profil à ce moment-là. Et voilà, et donc, j'ai pas signé à Louvain, et Felice m'a un petit peu tanné pour que je signe à l'Union derrière. Ouais.
Et pourquoi avoir choisi l'Union au final? C'est quoi le projet? Qu'est-ce que tu as vendu comme projet? En fait, quand je suis venu ici, j'ai vu les infrastructures dans lesquelles ils évoluaient, etc. Je me suis dit, mais c'est pas mal, quoi. Je me dis, au final, est-ce que ça vaut pas la peine de refaire une année en D2 et essayer d'être champion? Et historiquement aussi, c'était être le gardien qui ramène l'Union après 48 ans dans les divisions inférieures. Ben, voilà, il y a quelque chose. On joue tous un peu pour l'histoire aussi. Et les statistiques, on va dire ça comme ça. Donc voilà, mettre ma pierre à l'édifice quelque part, c'est aussi gratifiant. Donc c'est ce qui m'a un petit peu poussé. Et puis, on était en test au début parce que l'Union nous avait dit, écoutez, venez juste vous entraîner le temps que vous régliez vos problèmes avec Virton. Et le fait d'être venu pendant 2 semaines et avoir vu le groupe qui était là, dans lequel on évoluait, ça m'a tout de suite donné envie. Ouais. En fait, quand tu dis chaque joueur, tu avais déclaré chaque joueur de l'Union a la même histoire, on était tous dans la merde, on a dû retrousser nos manches pour s'en sortir. Ouais, c'est totalement vrai en fait. Ça c'est vrai, et puis voilà, tout le monde sait que j'ai fait un livre aujourd'hui sur ma carrière. Le gardien de mes rêves. Ouais, exactement, et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de l'Union qui auraient mérité d'en avoir un aussi, parce qu'on était tous un petit peu, avec des histoires un peu complètement différentes, mais au final où on a vraiment trimé, où on a vraiment... dû se retrousser les manches pour en arriver là où on est aujourd'hui. Donc voilà, et c'est ce que je dis, dans ces histoires-là, on s'est serré les coudes aussi parce qu'on savait d'où on venait et on mesurait la chance qu'on a aujourd'hui d'être professionnel. Par exemple, il y a eu le match de Coupe de Belgique contre Meux ici à la maison, j'étais dans les tribunes, j'ai regardé ce match-là et je me suis mis à la place des joueurs de Meux, je me suis dit mais ce qu'ils vivent c'est exceptionnel. Et nous en tant que joueurs, des fois on réalise plus la chance qu'on a, quoi. Même d'évoluer à l'Union Saint-Gilloise, c'est quelque chose d'exceptionnel. Limite un peu blasé comme ça. Ouais, c'est ça. On se dit, au final, c'est devenu juste un travail, quoi. Alors que... tu vois, ton parcours et tout, c'est un truc de dingue, en fait. Ouais, non, à la base, on est tous animés par la même chose, c'est la passion, quoi. Donc, une fois que tu perds la passion, tu t'en deviens un travail normal. Mais avec un sacré bon niveau, parce que là, tu vas jouer le titre potentiellement. Ouais, non, c'est sûr. C'est beaucoup de travail. Voilà, j'ai eu la chance aussi, plus tard dans ma carrière, de rencontrer les bonnes personnes aussi professionnellement. Je pense à Laurent Derat, un entraîneur de gardien que j'ai eu à Virton en D3, en D2, et puis à l'Union ici avec moi. Et puis il a fait le choix de suivre Felice à Anderlecht, mais c'est quelqu'un qui a énormément compté parce que il n'a pas eu la plus grande des carrières comme joueur, mais j'ai senti que c'était quelqu'un surtout un passionné et qui avait envie de me faire reprogresser et retrouver mon niveau. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir compter sur lui. Est-ce que tu as un modèle ? Un modèle, je vais dire Buffon quand même. Ok. Lui, parce que j'ai eu la chance de l'affronter. Modèle, ça. Ouais, j'ai eu la chance de l'affronter aussi. Et j'ai pris une leçon d'humilité ce jour-là parce que on joue l'Italie. C'était avant la Coupe du Monde 2006. Ouais. On joue l'Italie là-bas. Ça remonte. Ouais, ça remonte. Ça remonte. Non, 2016, pardon. Ah oui, 2016. Non. Euro 2016 ou Coupe Euro 2016, oui, c'est ça. Attends, rappelle-moi. 2014 2014. La Coupe du Monde 2014, pardon. Et on joue là-bas. Et puis, juste avant le match, en fait, ils viennent tous nous saluer un par un. Chose t'es le petit luxembourgeois, mais même Balotelli à ce moment-là, Pirlo, Bonucci, Chiellini, Verratti, Thiago Motta. Enfin, c'était vraiment la grosse Italie. Ouais. Et après le match, moi, je parle un petit peu italien. Je parle avec Buffon. Je dis, écoute, je peux avoir ton maillot. Donc, moi, c'était mon deuxième match. Je venais de jouer la Belgique. Et puis on joue l'Italie. Je peux avoir ton maillot, s'il te plaît? Oui, il n'y a pas de souci. Je prends son maillot et je pars, tu vois. Et puis j'entends, Maurice. Je me retourne, c'était lui. Il me dit, mais je peux avoir le tien aussi? Donc en fait, le simple fait de te demander, je ne sais pas mon maillot aujourd'hui, où il a terminé, s'il a vraiment une collection, ou si c'est son jardinier qui tombe sa pelouse avec. J'en sais rien, tu vois. Le jardinier de Buffon qui tombe. Mais en fait, le simple fait qu'il te le demande, je me suis dit, ça, c'est les grands joueurs, tu vois. Il a tout gagné, le gars, il est champion du monde, il a gagné des Ligues des Champions, etc. Mais il te demande son maillot, ça, c'est la classe, c'est le respect, ça. Et c'est quelque chose qui m'a marqué et j'essaie de faire la même chose aussi dans ma carrière. Pourquoi on décide à 33 ans d'écrire une autobiographie? Ou comment on décide? Non, on me l'a proposé, en fait, la maison d'édition Chronica, avec laquelle je l'ai faite. C'est une maison d'édition qui cherche un petit peu des histoires inspirantes, je vais dire, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et ils m'ont proposé justement de faire mon parcours. Alors, moi, là-bas, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter? Parce que je n'ai pas joué les plus grandes compétitions, je n'ai pas gagné beaucoup de titres. Qu'est-ce que je vais raconter? Et puis, en fait, le témoignage des gens que je croise dans la rue ou en général, c'est toujours ton parcours, c'est incroyable. Et c'est ça vraiment qui m'a motivé à le faire.
Donc voilà, après, il y avait la question du timing. Pourquoi maintenant et pas après? Je me suis dit, tant que maintenant, parce que les jeunes aussi peuvent encore s'identifier à qui tu es réellement. Parce que quand tu sors une biographie 2-3 ans après ta carrière, t'es vite oublié. Tu sais. Le jour où tu raccroches tes crampons, ça va vite. Hein, on se souvient plus de toi. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, voilà, je l'ai pas fait. J'aime pas parler de moi en soi. Je l'ai pas fait pour le côté financier ou ce genre de choses. Ça, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Mais c'est plus pour l'inspiration, pour et former la jeunesse. Tu parles beaucoup de former la jeunesse, de conseiller les plus jeunes. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur après ma carrière, parce que voilà, dans ma carrière, je vais dire, j'ai tout connu. J'ai connu le haut, le bas. Donc, ce sera quelque chose sur lequel je travaillerai après. Ouais. Tu trouves que les jeunes joueurs, sont pas assez encadrés? Bien sûr que non. C'est ce que tout le monde dit. Bien sûr que non. Un jeune de 18 ans aujourd'hui qui est lâché devant la presse, il ne sait pas ce qu'il doit dire, qui est critiqué par le public en soi, il ne sait pas comment répondre. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses qui font partie d'une carrière et ils doivent l'apprendre. Ouais. Et encore là, on parle de ceux qui ont réussi dans le foot. Exactement. Il y a aussi les autres. Oui, bien sûr. Mais c'est ça aussi. J'ai une grosse pensée pour eux, principalement, parce qu'à un moment donné, tu n'es pas jugé uniquement sur la qualité du joueur que tu es, mais sur tous les à côté du foot. Donc, et c'est ça les plus difficiles à gérer. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment dans ta carrière quand tu regardes dans le rétro? Rien du tout, parce que ça fait l'homme que je suis aujourd'hui et c'est mon expérience, c'est mon histoire. Elle est différente des autres, je pense, et j'en suis très fier, donc je n'ai pas envie de changer quelque chose. Mais et qu'est-ce qui est important pour toi en dehors du foot? Je sais que ta femme t'apporte énormément au quotidien. Ouais, je sais. Pardon, exactement. Bah oui. C'est-à-dire, vas-y. Vas-y, développe. N'aie pas peur. Ouais, il a une passion, je vais dire, intellectuelle et très jolie pour le vin, notamment. C'est très, t'as bien raison. C'est honnête, ça. Ah, mais bien sûr, c'est très très bien. Ouais, j'étais à Malines et je m'embêtais un petit peu en cours du soir, donc je m'étais dit pourquoi pas prendre des cours d'œnologie, sommelier. Donc j'ai fait ça sur 1 an en formation. Je me suis inscrit tout seul. Je me dis on verra bien qui est au cours, si c'est ce que j'aime ou pas. Et au final, j'ai rencontré une connaissance là-bas et on a fait toute l'année ensemble. C'était les mardis soirs. Et voilà, j'ai beaucoup appris. Il faudrait que je m'y remette parce que voilà, avec l'enchaînement des matchs aujourd'hui, j'ai plus le temps de boire beaucoup parce que je dois faire attention à ce que je fais. Enfin, quand je dis boire beaucoup, mais c'est goûter, voilà, c'est ça, c'est plutôt ça. Parce que je dois faire très attention. On va bien préciser. Ouais, non, bien sûr. Mais en tout cas, j'ai hâte après carrière peut-être de faire quelque chose là-dedans. Bah oui, mais tu parles de former les jeunes, du vin. Enfin, c'est pas du tout le style d'après-carrière qu'on a en tête pour un. Moi, en tout cas, il y a une chose qui est certaine, je ne serai jamais entraîneur. C'est vrai? Ah ouais, non. Pourquoi? Hors des questions, repartir les week-ends comme ça. Je me suis privé beaucoup d'un point de vue familial pendant des années. Et aller se taper Courtrai le dimanche 19h15, c'est difficile quoi, comme sortie de week-end. Donc non. Ça, et ce week-end, vous jouez à 19h15 d'ailleurs? On joue à 19h15, mais ça va, c'est à la maison. Donc voilà. Mais ouais, voilà. Je veux dire, quand tu prépares un match de foot, encore plus en tant que joueur, tu le prépares pas. C'est pas juste le jour du match, ça se prépare déjà 2-3 jours avant. Donc il y a beaucoup de sacrifices que tu t'imposes, toi, à ta famille aussi. Et ça, j'ai plus envie après carrière. Je pense qu'ils auront droit aussi d'avoir des moments privilégiés avec leur père et leur mari. Ouais. J'ai une dernière question par rapport à l'Union. Je me dis là, c'est bien détendu, tu vas peut-être bien répondre. Tout le monde dit que vous êtes plus ou moins, on a l'impression que vous êtes plus armé pour gagner le titre. Vous le ressentez? Mais vraiment, genre, on sent qu'il se passe un truc limite encore plus fort que la saison passée. Au niveau du jeu, au niveau du contenu, peut-être qu'il est différent des années précédentes. Je pense que individuellement, on était plus fort l'année passée. Ça, oui. Quand tu t'appuies sur Boniface, Thomas, là, voilà, il y a même pas de discussion là-dessus. Au niveau de la qualité individuelle, mais je pense que, encore une fois, je pense que l'entraîneur a une grande place là-dedans aussi. Et le fait qu'il te fasse ressentir que c'est tout le groupe qui est important. Parce qu'on sait comment ça va dans le monde du foot aujourd'hui. C'est pas seulement le plus dur à gérer, c'est pas ceux qui jouent, c'est ceux qui ne jouent pas. Et à partir du moment où tu fais sentir que le travail à l'entraînement, ça paye à un moment donné, que tu vas être récompensé en ayant une titularisation, etc. Et ça te donne de la confiance, ça donne de la confiance au groupe aussi, en te disant, voilà, l'année passée, quand Teddy s'est blessé, on tremblait tous parce qu'on se dit, comment est-ce que l'Union va jouer sans Thomas? Aujourd'hui, je pense que personne n'est irremplaçable dans l'équipe, étant donné qu'on l'a déjà montré. Tout le monde a déjà tourné un petit peu, même moi 20 minutes contre Charleroi, donc voilà.
À ce sujet, j'aimerais qu'on en profite pour en placer une pour 2 joueurs dont on parle peu. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais pour moi, l'arrivée de Charles Van Hout, c'est quelque chose d'extraordinaire pour le club. Parce que, mais encore une fois, c'est un excellent joueur, mais moi, c'est tous les jours dans le vestiaire, quoi. Charles, il est important pour moi, je vois que le joueur. Mais déjà, je trouve que le joueur, parce que quand vous perdez des scènes qui étaient le genre de joueur, quand tu le regardes, finalement, si tu regardes un match dans sa globalité, tu le vois pas trop. Mais Charles, à chaque fois, il compense absolument tout. Il est toujours bien placé. Non, mais je lui ai dit, Charles, j'ai dit, toi, t'étais né pour être supporter de l'Union, quoi. Tu vois que le gars, il est heureux d'être ici. C'est son club, c'est son environnement. Il est tout simplement heureux d'être là aujourd'hui. Et ça se ressent au quotidien, quoi. Le gars, il rigole tout le temps. Et en dehors de ses qualités footballistiques, quoi, je te dis, c'est un très bon mec. Il parle français, il parle anglais, il parle néerlandais. Il s'est intégré avec tout le monde. Donc ça facilite aussi son jeu sur le terrain. Et tu parles d'intégration. Je crois qu'elle s'est bien passée, mais tu vas confirmer certainement mieux que moi. Mais un gars comme Kevin McAllister aussi, ça a l'air d'être assez extraordinaire aussi. Lui, en fait, il a fallu le canaliser dans l'autre sens. Parce il est arrivé avec ce côté sud-américain, chaud, tu vois, des tacles. Voilà, on lui a vite dit, écoute, c'est magnifique, c'est ce qu'il faut ici en Belgique, mais il faut doser un petit peu. faut doser un petit peu, quoi. Il faut y aller un petit peu moins fort parce que sinon, tu vas le ressentir. Et le gars, il dit rien, quoi. Il est là, il s'intègre, il est avec son maté du matin au soir. Ouais, il en a converti quelques-uns. Ouais. Il est aussi avec le. Ouais, exactement. Non, mais lui, c'est juste ça, quoi. Et il a une mission et voilà, il a un bel exemple aussi avec son frère. De ce qu'il faut faire pour réussir, quoi. Parce que tu parlais d'intensité, lui, le match contre Gand, ça lui allait très bien. Ah ouais, lui, il est content, il est heureux, lui. Ouais, et je le trouve meilleur plus les matchs avancent aussi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ça nous fait une fin de saison complètement folle. On a hâte de voir ça. Ouais, j'espère aussi. Pour moi, si elle peut être moins folle que l'an dernier. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter non, vas-y. Non, à condition qu'elle se termine bien, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? S'il y a 2 choses maintenant, c'est un titre une fois avec l'Union et une qualification avec l'Euro. Ça mais après, tant que je reste en bonne santé et que je prends encore du plaisir sur le terrain, c'est ça qui me motive chaque jour à venir m'entraîner. Et c'est la passion, il ne faut pas qu'on l'oublie. On a commencé au foot pour ça et c'est le plus important. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on banalise un peu trop le travail en soi, mais on est des privilégiés de la vie, de faire ce qu'on aime. Et voilà, moi, je le vois plus comme une passion qu'un travail. Eh ben, merci pour ton témoignage. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. J'espère que tu as apprécié le moment. Ouais, très bien. Ça fait plaisir. Merci Swan. Avec plaisir aussi. Merci. Et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode d'Insiders.